Jean-Philippe, les acteurs nationaux qualifient le compte personnel de formation comme un dispositif majeur de la loi. Ils rappellent que le CPF est un droit rattaché à la personne et non à son statut. C'est aussi un dispositif universel et portable. Et enfin, comme on vient de l'entendre, le compte personnel de formation donne du pouvoir d'achat de formation à l'actif. Qu'est-ce que c'est que ce compte personnel de formation? Qui en bénéficie? À quoi sert-il? Comment va-t-il être financé? Pour quelle formation le CPF peut-il être utilisé? Et pour terminer, que deviennent les heures de DIF? Merci Max pour ces questions, car effectivement, c'est des questions concrètes qui viennent à l'esprit. Le compte personnel de formation est souvent présenté comme la suite du droit individuel à la formation, mais c'est assez réducteur en fin de compte d'utiliser cette formule. Je vous avais prévenu, nous sommes en présence de quelque chose de complètement nouveau, un esprit complètement nouveau. Alors, pour le démontrer, prenons les trois termes qui composent ce mot et retenons le premier. Le compte personnel de formation est fondamentalement un compte. C'est un compte. Comme vous avez un compte en banque, il y aura un compte formation proposé à toutes les personnes qui sont sur le marché du travail. Alors, aujourd'hui, ce sont seulement les personnes qui arrivent sur le marché du travail, les jeunes auront un compte personnel de formation, les salariés dans l'emploi, les demandeurs d'emploi. Et plus tard, on espère peut-être cette année ou l'année prochaine, les agents publics auront une négociation sur le compte personnel de formation. Les non-salariés, les commerçants, les professions libérales auront également un compte personnel de formation. Donc l'idée, c'est bien de créer un droit universel pour toutes les personnes qui sont sur le marché du travail. Le compteur apparaît ensuite. Le compteur, il apparaît dans l'entreprise. Le compteur est la reprise, en fin de compte, du mécanisme qui avait été retenu dans le cadre du droit individuel à la formation. L'ancienneté des salariés va donc générer un compteur d'heures. Et donc, on arrive petit à petit à comprendre comment ça fonctionne. Nous avons un réceptacle qui va compter des heures. Et chaque fois qu'on rentrera dans l'entreprise, on pourra bénéficier d'heures sur ce compte. Et ça a été dit dans la vidéo, l'élément nouveau aussi et important, c'est qu'on pourra ajouter des heures venant de partenaires. Et donc, on pourra articuler le compte personnel de formation avec le congé individuel de formation, avec la période de professionnalisation, avec le plan de formation, avec les dispositifs de Pôle emploi, les dispositifs de la région. Donc, nous sommes en présence d'un dispositif charpente qui s'articule avec les autres. C'est un réceptacle de droit. Et, en fin de compte, le message fort, c'est que le citoyen sur le marché du travail aura donc en permanence la possibilité de se référer à cet instrument pour avoir des connaissances sur le droit à la formation professionnelle. Donc, un processus tout à fait original, un pont entre l'ensemble des dispositifs qui existent. Donc, de la cohérence est proposée avec la création du compte personnel de formation. Alors, je l'ai déjà dit, cette diapositive le remet en avant, donc toutes les personnes salariées, demandeurs d'emploi, jeunes, apprentis, l'apprenti capitalisera aussi du temps, et jusqu'à l'âge de la retraite. L'élément important dans le compte personnel de formation, c'est que les partenaires sociaux, le législateur, se sont mis d'accord sur une famille de formations utiles à l'individu sur le marché du travail. Qu'est-ce qu'il faut offrir pour sécuriser le parcours professionnel? C'est la question que les partenaires sociaux se posent depuis 2003. Et donc, ils ont imaginé une clarification sur ces formations et mis en avant l'idée de formation qui se traduisent par un document qui a de la valeur sur le marché du travail. Donc, la validation des acquis de l'expérience pour obtenir un diplôme, un titre, naturellement, est mise en avant. L'acquisition de matières relevant du socle de compétences et de connaissances est mise également en avant pour les personnes donc en difficulté sur leur savoir de base. Là, on attend des décrets, ils ne devraient pas tarder, ils sont examinés cette semaine et pourraient être publiés avant la fin du mois de juin. Concernant ensuite les 4 autres catégories, vous avez
naturellement les certifications inscrites au répertoire national des certifications. Mais vous avez également donc les CQP, donc des branches professionnelles, et puis c'est ajouté l'inventaire du Conseil national des certifications professionnelles, cet inventaire qui permet d'étendre aux habilitations professionnelles la possibilité de mettre en œuvre son compte personnel de formation. Et enfin, au niveau régional, au niveau des actions mises en œuvre pour les demandeurs d'emploi, eh bien, ces stratégies de formation sont considérées comme pertinentes, et même pour les salariés qui en auraient besoin, s'ils envisagent de s'inscrire dans des formations de ce genre, eh bien, si elles figurent sur l'une des listes arrêtées aux différents niveaux, c'est envisageable que les salariés puissent en bénéficier. Donc on le voit, on a une cible de formation qui est prévue, et puis nous avons un mécanisme de liste pour ces 4 dernières catégories. Pour les salariés, les branches professionnelles au sein des commissions paritaires nationales de l'emploi élaboreront des listes, et sinon ce sont des listes régionales, donc on le voit, c'est très important ce qui va se passer dans les régions, et il y aura une liste nationale. Alors sera-t-elle la même pour les salariés et les demandeurs d'emploi? C'est trop tôt pour le dire. En tout cas, au niveau régional, c'est bien une structure paritaire qui a en charge l'élaboration de la liste. Je rappelle que le compte personnel de formation a été imaginé par les partenaires sociaux, mais cette liste sera produite après avis du CREFOP, du fameux CCRFP nouvelle version. On le voit déjà dans le compte personnel de formation, il y a un morceau de décentralisation qui apparaît, un morceau de gouvernance quadripartite qui apparaît. Donc, on le voit, ce droit universel à la formation ne va pas garantir de pouvoir suivre n'importe quelle formation. Nous ne sommes pas dans un système de marché, nous sommes dans un système de politique de formation pour résoudre des problèmes d'emploi ou d'employabilité. Petite diapositive sur les sigles. J'ai l'impression que tout le monde a bien compris que les sigles allaient bouger et avaient bougé. Donc le CREFOP remplacera le CCRFP, le CNEFOP, le fameux Conseil national de la formation tout au long de la vie, le COPANEF qui remplace le CPNFP, c'est au niveau national, et le COPAREF qui remplace la COPIR, qui va remplacer la COPIR. Donc ce sont des sigles auxquels il va falloir s'habituer et surtout ne pas croire que ces sigles reproduisent le passé. Alors, à travers la prochaine diapositive, comment fonctionne le système? Ça va fonctionner sur Internet. La Caisse des dépôts et consignations va donc proposer un service dématérialisé d'information. Toutes les personnes sur le marché du travail donc, auront un code d'accès permettant de consulter leur compte personnel de formation. Il contiendra donc les comptes, les heures créditées, notamment celles du droit individuel à la formation, qui vont être transférées sur le compte personnel de formation, les abondements éventuels, nous allons voir qu'il y en a plusieurs, la liste des formations éligibles, c'est très important, et puis le passeport d'orientation de formation et de compétences qui va donc trouver sa place dans le dispositif du compte personnel de formation. Ce passeport est considéré comme très important, par exemple, pour les scénarios de validation des acquis de l'expérience. Voilà, donc un système dématérialisé qui pourra être déclenché auprès de son employeur, de son OPCA, de Pôle emploi, selon la situation de la personne. Donc, dans le mécanisme du compte personnel de formation, un compte, un compteur et un abondement, et ça c'est important à repérer, un abondement avec l'employeur, s'il est d'accord pour le projet de formation envisagé, la personne elle-même, s'il y a besoin de financer une part, eh bien, le système peut fonctionner sur la base d'un cofinancement provenant de l'individu. L'entretien professionnel, nous allons en parler, peut générer l'abondement de 100 heures de formation supplémentaire, donc on peut dépasser assez facilement les 150 heures du compteur. La période de pro, le congé individuel de formation mobiliseront également les OPCA et les OPACIF. L'AGFIP pour les populations, les personnes handicapées, pourra aussi abonder. Le compte personnel prévention pénibilité pourra être converti en heures dans le cadre du compte personnel de formation. Et l'État, pour les jeunes qui arrivent sur le marché du travail sans qualification,
aura la possibilité également d'abonder en mettant des heures pour des jeunes dans le cadre de la formation différée. La région, Pôle emploi pourront aussi prendre des initiatives en direction de certaines personnes ou en fonction de certains projets de formation. Donc on le voit, ce mécanisme d'abondement est un mécanisme tout à fait original qui nous éloigne complètement de la logique du droit individuel à la formation. Et donc, j'insiste bien là-dessus, nous sommes en présence là des principes généraux du compte personnel de formation, car il y a d'autres principes qui vont s'appliquer aux salariés. Et donc nous avons un volet salarié, nous avons un volet demandeur d'emploi, et on commence à esquisser le volet pour les jeunes. Pour les salariés, si je reprends ce que je vous ai dit tout à l'heure, eh bien, il faut ajouter la notion de compteur. Donc c'est le compteur très inspiré du DIF qui a été repris. Simplement, il est plus élevé. On n'est pas sur la limite de 120 heures, mais on est sur la limite de 150 heures. Le compteur s'arrêtera à 150 heures, mais il pourra bénéficier d'abondement. Donc, attention à cette confusion sur les 150 heures maximum. Non, c'est 150 heures au minimum, puisque on peut espérer qu'un salarié a une ancienneté de plus de 7 ans et demi dans une entreprise. Donc, on a un système qui est bien clair. Le compteur n'est qu'une partie du système du compte personnel de formation. Le compte personnel de formation des salariés fonctionne sur le temps de travail, bien sûr, il faudra l'accord de l'employeur, et il peut se dérouler en dehors du temps de travail. C'est important à repérer. Et il faut savoir que sur cette question de l'accord de l'employeur, il est annoncé dans la loi déjà que pour certains scénarios de formation, ce droit sera opposable à l'employeur. Donc, quand il s'agit d'une formation qui a lieu sur le temps de travail, l'employeur et le salarié, en principe, en principe c'est posé dans la loi, c'est un principe important, devront se mettre d'accord sur le contenu de la formation et sur son calendrier. Par contre, sur certains projets, l'employeur n'aura pas son mot à dire sur le contenu. Par contre, naturellement, restera entière peut-être la question du quand. Donc, si le salarié se forme hors temps de travail, naturellement, il n'a pas à avoir l'accord de son employeur. Également, quand il bénéficiera des 100 heures supplémentaires s'il n'a pas suivi une formation pendant 6 ans. C'est un mécanisme important qui se niche dans l'entretien professionnel. Donc, sur ces 100 heures, l'employeur non plus ne pourra pas se prononcer sur le contenu. Quand la formation envisagée sera une formation rentrant dans le cadre du socle de compétences et de connaissances, également, donc, il n'y aura pas d'accord à obtenir de l'employeur. De même pour la VAE. Et on peut imaginer aussi que par voie d'accord, dans l'entreprise, dans la branche, dans un groupe d'entreprises, eh bien, il puisse y avoir d'autres cas où le CPF sera opposable. Donc un mécanisme, là encore, intéressant. Et on l'a dit, le compte personnel de formation va démarrer très vite à partir de l'année prochaine, puisque dès l'année prochaine, les compteurs de DIF, qui sont bien souvent à 120 heures, seront transférés sur ce compte personnel de formation. Et donc, pendant une période qui ira de 2015 à 2020 inclus, les salariés donc, pourront puiser dans ces 120 heures. Naturellement, ils vont commencer à acquérir des heures au titre du compte personnel de formation. Donc, il y aura 2 compteurs qui vont cohabiter. Et quand le salarié demandera à mobiliser ces heures acquises au titre du compteur, eh bien, la loi fixe comme idée qu'il ne pourra pas naturellement additionner les 2 compteurs. Donc, ça sera dans la limite de 150 heures. Mais ça veut dire concrètement que si le compteur du compte personnel de formation à partir de 2020, donc ça fera plus de 4 ans, eh bien le compteur sera déjà à plus de 100 heures. Ces 100 heures, naturellement, s'il n'en prend qu'une partie, il n'a besoin que de 30 pour atteindre les 150 heures, eh bien tout ce qu'il n'aura pas pris restera dans son compte personnel de formation pour d'autres projets de formation. Donc on le voit bien, un mécanisme qui va démarrer très vite, et à la différence du DIF, j'insiste bien là-dessus, la durée des heures acquises ne limite pas les possibilités de formation. Si le salarié ne dispose que de 120 heures l'année prochaine, il aura la possibilité de faire une formation de 400 heures. Le problème que ça va lui poser, c'est le problème du coût. Mais ces 120 heures seront déjà financées
par le mécanisme de son compte personnel de formation. Donc c'est un mécanisme qui va passer par l'OPCA, nous le verrons dans le cadre de la contribution des entreprises, et donc ça sera déjà une somme qu'il n'aura pas à débourser. Les autres heures à financer pourront être prises en charge dans le cadre d'un congé individuel de formation ou dans le cadre du plan de formation si l'employeur est d'accord. Donc vous voyez, la dynamique est complètement différente de celle du droit individuel à la formation. Enfin, regardons ce qui se passe du côté des demandeurs d'emploi. On retrouve les mêmes ingrédients, les formations qualifiantes. La question qui se pose, c'est est-ce que le Pôle emploi a la possibilité de refuser une demande de départ en formation? Eh bien, si le compteur d'heures est suffisant, le conseiller de Pôle emploi ne pourra pas s'opposer au départ du demandeur d'emploi en formation. C'est seulement s'il y a besoin d'un abondement que là, Pôle emploi se prononcera sur la pertinence du projet de formation. Et ce qui est important à repérer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ce CPF sera financé par une partie de la contribution des entreprises, par l'intermédiaire du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. Donc, ce CPF garantit, là encore, la dépense des frais pédagogiques, garantit la protection sociale du stagiaire, et pour la rémunération, il faudra donc relever des rémunérations soit du régime des ACEDIC, soit du régime public. Voilà, donc un mécanisme qui est clair, les principes sont posés par la loi. Il faut naturellement que les administrations, les instances se coordonnent pour que les procédures fonctionnent, mais tout ça est bien prévu. Et donc, je vous ai expliqué le principe. Si le compte est suffisant, il n'y a pas d'accord à obtenir du conseiller de Pôle emploi. Si le compte est insuffisant, là, par contre, eh bien, il faudra mobiliser et obtenir des validations des différents opérateurs qui pourraient compléter le départ en formation. Et enfin, donc, dernier dispositif qui est prévu, dont les principes sont prévus dans la loi, c'est le processus de formation différée pour les jeunes. C'est la loi Peillon qui avait posé le principe. Donc l'État proposera à ces jeunes sans qualification donc un droit à la formation différée qui pourra se traduire par un retour en formation initiale. Et si ce n'est pas un retour en formation initiale qui est proposé sous statut scolaire, eh bien, des heures viendront alimenter le compte personnel de formation de ces jeunes. Donc on attend un décret sur cette mécanique. Sur ce sujet, naturellement, dans le cadre des nouvelles compétences des régions, la question des décrocheurs, la question de la formation des jeunes sans qualification est posée. Donc il y a une articulation certainement qui aura lieu entre l'État et la région sur ces publics, mais nous avons déjà donc des principes posés par la loi concernant ce dispositif de formation, de compte personnel de formation pour les jeunes. Voilà, donc on le voit, l'attirail législatif a fait son travail, a posé tous les principes. Nous attendons des décrets et on le voit, l'ampleur du sujet est importante puisque 3 publics, dès l'année prochaine, vont pouvoir bénéficier de ce nouveau droit. Voilà, donc pour ce sujet-là, on a peut-être des questions de la salle, Max. D'accord. Oui, Jean-Philippe, je vous invite à répondre à un certain nombre de questions venant de la salle. Alors, donc, il y a donc 2 micros à votre disposition de part et d'autre de la salle. Je vous invite à vous présenter avant de poser votre question et aussi de rappeler votre structure, car les échanges sont enregistrés et vous allez pouvoir les retrouver après sur le site de la GEFMA. La première question. Donc, il y a donc 2... Bon. Apparemment, je crois que le sujet est tellement... C'est peut-être une opportunité car on a un petit peu dérapé dans le temps. Le temps, voilà. Donc, comme il y a d'autres périodes de questions-réponses, si vous en êtes d'accord, à moins qu'il y ait un courageux, une courageuse. Bravo, merci. Voilà. Yes. Bonjour, Cynthia Bolinois, Société Caraïbes Autodiffusion. J'aimerais avoir des précisions concernant le DIF et le CPF. Ce n'est pas très clair pour moi. À partir du démarrage de janvier 2015,
Qu'en sera-t-il du DIF? Est-ce que ça se cumule? Est-ce que les heures, on a bien compris, elles seront conservées sur ce nouveau compteur? Et puis également la mise en place de ce compteur, comment est-ce qu'il sera accessible? Est-ce qu'on aura un mot de passe? Enfin, Oui, effectivement, la dimension opérationnelle, pour l'instant, n'est pas précise dans mon exposé parce que nous attendons la production de circulaires ou de documents de la part de la Caisse des dépôts et consignations. Les principes que je vous ai présentés sont les principes que l'on peut lire donc dans la loi du 5 mars 2014. Dans les entreprises, on nous interpelle souvent sur mais par exemple, est-ce que l'année prochaine, je continue à garder un compteur DIF dans mes registres parce que on le faisait jusqu'à présent? Est-ce qu'il faut continuer à le faire l'année prochaine et les années suivantes? Donc, sur la base des principes qui sont dans la loi, normalement, le compteur DIF est transféré, donc il n'existe plus dans l'entreprise. C'est à la Caisse des dépôts et consignations de prendre le relais. Et ensuite, concernant l'accès aux droits et la procédure que va mettre en place la Caisse des dépôts et consignations, est-ce que ce seront des mails qui seront adressés aux personnes? Est-ce que c'est un courrier? Est-ce que ça passera par les entreprises? Est-ce que ça passera par les OPCA? On n'a pas encore toutes ces précisions, mais il s'agit bien d'offrir un compte personnel consultable par les personnes elles-mêmes. Donc, en principe, l'information doit arriver auprès des salariés, des demandeurs d'emploi et même des jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Une autre question? Bonjour à tous, Philippe Dizer, Maison de l'Emploi de l'Espace Sud. Monsieur Ceped, a-t-on envisagé, à l'aune des discussions, une abrogation complète du DIF avec disparition des heures acquises si elles n'étaient pas consommées au-delà d'un certain délai? Voilà, exactement. La loi prévoit un transfert de ces compteurs et à partir du 1er janvier 2021, si les personnes ne se sont pas servies de leur compte personnel de formation durant cette période, eh bien, le compteur DIF va disparaître. Mais si vous avez fait le petit calcul, vous vous rendrez compte que, eh bien, à partir de 2021, la personne aura un compteur d'heures au titre du compte personnel de formation qui sera équivalent. Donc le système, la loi, dans ce principe, lisse les deux compteurs pour permettre le passage de l'un à l'autre. Oui, bonjour à toutes et à tous. Georges Arnaud. Je suis directrice du Centre d'information et d'orientation de Fort-de-France. Par rapport à notre tissu des entreprises, où il y a de très petites entreprises, c'est la majorité, où souvent les salariés ne sont pas syndiqués, où il n'y a pas de représentants ou de représentantes syndicales et syndicaux. Comment vont se passer les choses? Est-ce qu'il y aura vraiment une campagne en direction de ces très petites entreprises? Parce que nous rencontrons souvent des personnes qui viennent pour une réorientation, pour une formation professionnelle. Et dans ces entreprises, les choses ne sont pas si évidentes pour les salariés. Alors, vous avez raison, la proximité permet souvent d'avoir l'information et d'encourager les démarches. Donc, la loi, malheureusement, ne peut pas tellement corriger les inégalités du contexte dans lequel se trouvent les personnes. Par contre, cette dématérialisation du droit, cette possibilité de tout à chacun de consulter son compte et d'avoir des informations en direct et transparentes provenant d'un opérateur de l'État facilitera certainement les démarches de ces salariés qui auront à mener tout seuls leur demande de mise en œuvre de compte personnel de formation. Donc la loi, quelque part, parle d'un sujet qui est cher à Centre Info et à la GEFMA, qui est la question de l'information sur la formation. En créant le compte personnel de formation, le législateur pose les bases d'un droit à l'information sur la formation. Et ça, c'est une bonne nouvelle, car sans information,
sur les droits, il n'y a pas mise en œuvre des droits. Donc l'outil ne sera pas suffisant. Il faudra certainement aller vers des opérateurs, aller vers des acteurs qui auront à mettre en œuvre le fameux conseil en évolution professionnelle. Et ça me permet d'aller vers le thème suivant, car le temps passe effectivement. Et pour bien comprendre que les personnes ne sont pas laissées seules face au compte personnel de formation, je l'avais annoncé, ça a été dit dans les témoignages, un autre dispositif est mis en œuvre, est prévu, le fameux conseil en évolution professionnelle qui aidera